Ok, on y va. Maintenant. Strictement quand tu veux. D'accord. Bon, j'y vais. Je vais raconter une histoire. Là, c'est une histoire de bande de jeunes qui vont faire en sorte que soit écrite une histoire qui marque tout le siècle, le nôtre, voici le 20e, le début du 21e. Donc savoir un peu comment ça se passe, quoi. Comment ça surgit, comment ça arrive, une, une histoire que tout le monde va prendre, au point d'ailleurs qu'on va presque finir par oublier qu'elle a été écrite, inventée par quelqu'un précisément. Donc cette bande de jeunes, c'est celle qui est autour de poètes. George Gordon, Lord Byron et son camarade Percy Bysshe Shelley. Donc ils sont jeunes, ils sont très beaux, ils détestent l'Angleterre, qui le leur rend bien, faut bien dire. Début 19e, ils sont quasiment bonapartistes, hein, donc en pleine guerre napoléonienne avec le Royaume-Uni. Ils sont républicains et ils ont été les seuls à soutenir les ouvriers quand ils cassaient les machines. C'est un épisode quand même très connu de lutte ouvrière. Et toute tous les notables, etc., hurlaient aux barbares, aux saccageurs. Et Byron, qui est lord, il a pris la parole à la Chambre des Lords pour dire à quel point il trouvait que ça, franchement, ça se comprenait et qu'ils avaient probablement raison dans leur virulence anti-machinique et anti-patronale. Bon, scandale, scandale, scandale. Ce sont des gens qui arrivent en Italie, auréolés de scandales, un peu, enfin parfois même un peu sulfureux, enfin le genre qui exciterait beaucoup aujourd'hui. Le Byron soupçonné d'avoir commis l'inceste avec sa demi-sœur, le monsieur Shelley, qui est quand même un baronnet, ravissant, ravissant, qui a épousé très très jeune, une très jeune femme, jeune fille, contre la volonté de la famille baronnette. Et ils ont eu un enfant, et puis à ce moment-là, il l'a moins senti, il est tombé amoureux ailleurs, il est parti. Bon, ce sont des gens qui vivent leur vie comme ils l'entendent, sans grand sens de la morale traditionnelle. Et la jeune femme dont Shelley est tombé amoureux s'appelle Marie. Elle est ultra jeune et elle s'enfuit avec lui. Elle s'enfuit, elle est ultra mineure. Heureusement, elle a des parents qui sont très compréhensifs, qui sont tous les deux des philosophes. C'est tout à fait surprenant d'avoir une mère qui est quasiment la fondatrice du féminisme en Angleterre et un père qui était un philosophe social, disons. Quoi qu'il en soit, elle les quitte, suit Shelley qui choisit l'Italie, Byron les rejoint, la demi-sœur de Marie les rejoint, la demi-sœur est folle amoureuse de Byron. Bon, c'est une vraie... c'est très 60s d'une certaine manière, on pourrait dire. Ils vivent tous ensemble dans la même maison, près d'un grand lac, le lac Léman, il est assez grand effectivement, et les rejoignent, il y a différents jeunes gens qui ont envie aussi d'autre chose, qui sont tous assez séduits, soit par Byron, soit par Shelley. Notamment, quelqu'un d'assez captivant, qui sera ensuite véritablement pirate en mer de Chine. Donc quelqu'un qui n'a pas tout à fait du même milieu, qui est juste la bonne bourgeoisie, le mec est en rupture avec la bonne bourgeoisie, qui s'appelle Trelawney, qui écrira ses mémoires, qui feront d'assez vif succès. Il les écrira évidemment quand il sera rentré, planqué, tranquille en Angleterre et déjà vieux. Et lui, il est fou de Marie. Bon, tout ce monde-là vit donc dans cette grande maison, n'a pas... Enfin, ça roule pas sur l'or. En réalité, ça n'est pas tout à fait essentiel. Il y a
toutes sortes de tensions, évidemment, disons d'ordre érotique, probablement aussi de conflits de pouvoir. Même si Byron, qui est un peu plus vieux, est fondu de Shelley. Il trouve que c'est un homme extraordinaire. Shelley étant par ailleurs un philosophe, c'est un poète de type philosophique. C'est très différent de Byron. Ils ne sont pas en rivalité, ils sont probablement en rivalité d'ascendant sur le groupe. Mais tout ça marche très bien. Et un soir d'orage, toute cette petite troupe, Byron qui a toujours eu le goût quand même du satanisme, et qui probablement adorait faire peur aux dames, dit « Ah, on devrait écrire une histoire qui nous fasse peur, peut-être une histoire de vampire. » C'est ainsi qu'un jeune homme qui était là, lui très séduit par Byron, qui s'appelle Polidori, médecin, décide d'écrire une histoire de vampire, quasiment la première histoire de vampire que nous ayons de ce genre. Et Marie, qui a 20 ans, décide elle aussi de se lancer et elle va écrire l'histoire de Frankenstein. Ce qui est sublime vraiment dans cette histoire, c'est que les deux poètes ne fichent rien, les deux amateurs, d'une certaine façon, s'y mettent. Trelawney, lui, il engrange et il racontera ça plus tard. Et Marie arrive à cristalliser un cauchemar qui n'est quand même, semble-t-il, pas si prégnant au début du 19e. Hein, c'est écrit en 1816. Bon, le côté démiurgique, un homme est capable de créer lui-même un autre homme, et cet autre homme sera une créature qu'on ne saura pas maîtriser. C'est assez étonnant de voir ça apparaître, c'est manifestement en relation avec l'essor de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire c'est à la fois le pouvoir des machines qui dépossède l'homme, l'inquiétude de l'homme devant un monde sans Dieu, parce qu'après tout, jusque-là, c'était Dieu qui était quand même plus ou moins censé faire la créature, et l'interrogation aussi sur que pourrait être cette créature, ce clone, une espèce d'androïde, mais voilà. Et c'est une histoire effectivement très orageuse. Il y a beaucoup d'orages, ça se passe dans les montagnes suisses, etc. Et c'est en même temps une histoire, comment dire, de revenir sur la première créature. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait un Adam à qui on n'a rien donné? Comment va-t-il faire pour découvrir la possibilité d'aimer? Est-ce qu'il n'est que agressivité? Est-ce qu'il... Il y a toute cette question-là. Et il y a la question évidemment de la peur, de l'énorme peur devant l'autre, celui avec qui on ne peut pas échanger et qui par ailleurs est dépendant de soi. Donc c'est très représentatif de tous les courants obscurs qui vont nourrir les angoisses, vraiment les angoisses, ce ne sont pas des idées, ce sont des angoisses. Pendant tout le 19e, pendant le 20e, ça fait fortune, cette histoire de Frankenstein, avec cette chose assez surprenante qu'on a confondu le créateur et la créature, parce que Frankenstein, c'est le médecin qui invente cet homme fait de bouts de mort. Évidemment, l'autre chose qui fait mal, c'est pas uniquement Frankenstein, c'est que là, avec ces gens-là, on a l'espèce d'effervescence vivifiante, c'est-à-dire se réunissent des gens qui ont un point de vue politique, qui ont un point de vue social, qui ont un point de vue esthétique, qui par ailleurs sont amoureux, qui sont vivants. C'est quand même et qui sont contre, qui sont merveilleusement contre. C'est un peu ce qu'on pouvait appeler je ne dirais pas l'avant-garde, c'est pas, disons l'avant-garde ou disons l'underground. C'est quelque chose qui naît de la réunion de gens qui ont à peu près les mêmes ennemis, qui savent à peu près pourquoi ce sont leurs ennemis, et qui ont envie de produire une espèce de contre-monde.
Et là, si on pense à cette bande-là, c'est pas la seule, mais celle-là est quand même assez admirable. On se dit, attends, elle est où l'avant-garde? Il est où l'underground aujourd'hui? Ça creuse un trou.